Bonjour, dans cette séance, on va faire un nouveau chapitre de la thermodynamique. C'est le deuxième principe. On va commencer ce chapitre par la nécessité du deuxième principe. Comme on a vu dans le premier principe que la variation de l'énergie interne entre deux états d'équilibre qui est égale, c'est le travail plus le transfert thermique. Ce travail noté W et le transfert thermique noté Q sont comptés positivement si ils sont effectivement reçus par le système. Si ils sont notés négativement, si ils sont cédés par le système. Dans ce premier principe, il y a équivalence entre le travail et le transfert thermique. Ça veut dire entre deux états d'équilibre, la variation de l'énergie interne peut être due soit à un échange de travail, soit à un échange de transfert thermique, comme on va voir dans l'exemple suivant. Exemple, on considère un système constitué de l'eau, de capacité thermique CO, contenu dans une enceinte de volume constant. On équilibre la température initiale est T0. Pour augmenter son énergie interne de la quantité delta U est égal CO fois Ts moins T0, avec T0 c'est la température initiale de l'eau, et Ts c'est la température de l'état final, et CO c'est la capacité thermique de l'eau. C'est-à-dire, pour augmenter l'énergie interne, il faut augmenter la température de T0 à Ts. Deux méthodes sont possibles. La première méthode, soit on utilise une enceinte adiabatique, ça veut dire qu'il ne permet pas d'échanger de la chaleur de transfert thermique avec l'extérieur, donc Q est égal à 0, et on utilise et on fournit du travail en utilisant un moteur qui tourne. Donc l'augmentation de la température de l'eau de T0 à Ts se fait par les forces de frottement. Donc dans ce cas, la variation de l'énergie interne, delta U, est égale au travail. La deuxième méthode que vous voyez à droite, on peut utiliser une enceinte perméable à la chaleur qui sera connectée à une source de chaleur à température constante qui est égale à Ts. Dans ce cas, on ne fournit pas du travail, mais l'augmentation de la température de T0 à Ts se fait par le transfert thermique Q. Donc, la variation de l'énergie interne dans ce cas est égale au transfert thermique. Donc, comme vous voyez, ce premier principe, ne fait pas de différence entre le travail et le transfert thermique, ce qui n'est pas le cas donc pour le deuxième principe, ce qu'on va voir par la suite. Donc, comme j'ai dit précédemment, pour le premier exemple, l'enceinte est adiabatique, donc l'augmentation de la température de l'eau de T0 à Ts se fait par le travail des forces de frottement. Donc dans ce cas, la variation de l'énergie interne entre l'état initial et l'état final est égale à CO fois Ts moins T0 est égal au travail. C'est le travail des forces de frottement. Pour le deuxième exemple, on a l'enceinte perméable à la chaleur, donc la température de l'eau augmente de T0 à Ts par le transfert thermique reçu par le thermostat. Donc dans ce cas, la variation de l'énergie interne, delta U,
de l'eau est égal à CO fois Ts moins T0 est égal au transfert thermique. Donc, ces deux modes de transfert de l'énergie conduisent au même résultat final. Donc, on peut dire qu'il y a équivalence du travail et de chaleur et de transfert thermique vis-à-vis du premier principe. Deuxième principe. On considère les deux exemples suivants qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Le premier exemple, l'énergie thermique se transfère spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Et l'inverse, il est impossible. Le deuxième exemple, les molécules d'un parfum diffusent vers l'extérieur, mais ne retournent jamais dans le flacon. Ces deux exemples représentent des évolutions à sens unique, donc on dit qu'ils représentent deux transformations irréversibles. Le premier principe ne rend pas compte qu'il est impossible de renverser le sens d'une transformation irréversible. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire d'introduire un deuxième principe qui s'appelle, c'est le principe d'évolution, ou le deuxième principe. Ce principe permet d'indiquer dans quel sens se développent les transformations naturelles. L'énoncé du deuxième principe est le suivant. Pour un système thermodynamique donné, il existe une fonction d'état S qui s'appelle entropie qui possède les propriétés suivantes. L'entropie S est une variable extensive, donc elle dépend de la taille du système, donc c'est une variable additive. Et lors d'une évolution quelconque d'un système fermé entre deux états, l'état initial et l'état final, la variation de l'entropie s'écrit sous la forme delta S est égal à C. L'entropie échangée entre le système et le milieu extérieur, plus l'entropie créée. Avec S échangé C provient de transfert thermique, donc S échangé est égal à l'intégrale de la quantité de chaleur échangée divisée par T, avec T c'est la température de la surface du système. Comme la température à la surface de l'enceinte par exemple. S créé, c'est l'entropie créée à l'intérieur du système. Elle est toujours positive ou nulle. Elle est nulle pour une transformation réversible et elle est positive pour une transformation irréversible. Donc, contrairement au premier principe, qui est un principe de conservation de l'énergie, le deuxième principe, c'est un principe d'évolution. Et l'unité de l'entropie, et c'est le joule par Kelvin.
On va finir cette partie par quelles conséquences? On a vu que la variation d'entropie entre deux états d'équilibre, delta S est égal C, S crié plus S échangé, avec S échangé est égal C l'intégrale de Q échangé avec le milieu extérieur, entre le système et le milieu extérieur sur T. Donc, on voit bien que le travail n'a pas d'effet direct sur l'entropie. Donc, le deuxième principe, différencier entre le travail et le transfert thermique. Une deuxième remarque que entre deux états voisins, la variation élémentaire de l'entropie ds est égale C. C'est l'entropie créée plus l'entropie échangée entre ces deux états voisins. L'entropie créée et l'entropie échangée ne correspondent pas à des variations de l'entropie entre deux états. Donc, il s'agit des petites quantités créées ou échangées. Donc, il faut éviter d'écrire ds créé, ds échangé ou delta S créé ou delta S échangé. C'est comme dans le cas de premier principe pour le travail et le transfert thermique. 3. Dans le cas général, la variation de l'entropie entre deux états s'écrit sous la forme delta S est égal S échangé plus S créé. Mais si on a une transformation adiabatique d'un système fermé, dans ce cas on n'a pas de transfert thermique, donc Q échangé est égal 0, donc l'entropie créée, il n'y a pas d'entropie échangée avec l'extérieur, donc S échangé est égal 0. Dans ce cas, on a delta S est égal S créé. Puisqu'on a dit précédemment que S créé, l'entropie créée est toujours positif ou nul. Donc dans ce cas, on a delta S est égal C S créé qui est supérieur ou égal à 0. Si on a une transformation adiabatique réversible entre deux états 1 et 2, on a delta S est égal S échangé plus S créé plus, puisque la transformation est adiabatique, donc S échangé est égal à 0. Donc on a delta S est égal S créé. Puisque la transformation est réversible, donc peut se faire dans les deux sens. Donc dans ce cas, pour l'évolution de l'état 1 à l'état 2, on a delta S est égal à S2 moins S1 qui est égal à S créé qui est supérieur ou égal à 0. Donc, pour l'évolution de l'état 2 à l'état 1, on a delta S est égal à S1 moins S2 est égal à S créé. Il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, d'après ces deux équations, on obtient que, on voit bien qu'il faut que S1 est égal à S2. Ça veut dire que delta S est égal à 0. Donc, pour une transformation adiabatique réversible, la transformation, elle est isentropique. Ça veut dire qu'il se fait à entropie constante. On a delta S est égal à S2 moins S1 est égal à S créé est égal à 0. Donc on déduit que pour une transformation, une évolution réversible, il n'y a pas d'entropie créée à l'intérieur du système. Donc S créé est égal, c'est 0.
pour un système isolé, où il n'y a pas d'échange de chaleur, où il n'y a pas d'échange d'énergie avec le milieu extérieur, dans ce cas, il n'y a pas de transfert thermique. Le transfert thermique échangé avec le milieu extérieur est égal à 0. Donc S échangé est égal à 0. Donc, on a donc que delta S est égal à S créé, il est positif pour une transformation irréversible. Et delta S est égal à S créé est égal à 0 pour une transformation réversible. Cinq conditions d'entropie maximale. On a vu précédemment que pour une évolution adiabatique non réversible, on a delta S est positif. Et la même chose pour une évolution pour un système isolé non réversible, on a aussi delta S est positif. Donc, l'entropie S croît au cours de l'évolution pour atteindre son maximum à l'équilibre. Six, expression intégrée du second principe. Comme on a vu précédemment, pour une transformation quelconque de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B, on a la variation d'entropie delta S est égale à SB moins SA est égal à S échangé plus S créé. Avec S échangé, c'est l'intégrale de l'état A à l'état B, que échangé sur T. Avec T, c'est la température à la surface du système. C'est à la surface qui sépare le système de milieu extérieur. Et on a toujours l'entropie créée, S créée, c'est toujours positif ou nul. Elle est positive pour une transformation irréversible, elle est nulle pour une transformation réversible. 7. L'entropie S au cours d'une transformation. L'entropie S est une fonction d'état, donc elle ne dépend que de l'état initial et l'état final. Elle ne dépend pas de chemin suivi. Donc, lors d'une transformation de l'état A à l'état B, la variation d'entropie delta S est égale à SB moins SA. Cette variation d'entropie dépend seulement de l'état final qui est l'entropie en SB et l'état initial qui est l'entropie à l'état SA. Puisque la variation d'entropie ne dépend que de l'état initial et l'état final, donc on peut imaginer deux transformations qui mènent de l'état A à l'état B. La première transformation, c'est une transformation réelle ou une transformation irréversible. On a dit que toutes les transformations réelles sont irréversibles. Et la deuxième transformation, c'est une transformation réversible. Donc, la variation d'entropie au cours du chemin 1 est égale, c'est la variation au cours du chemin 2. Donc, delta S1 est égal, ds1 est égal, ds2. Dans le chemin 1, on a ds1 c'est égal, c'est S créé, S échangé, plus S créé. Pour le chemin 2, puisqu'il s'agit d'une transformation réversible, donc S créé est égal à 0. Pour le chemin 1, on a la variation d'entropie ds1 est égal à Q échangé sur la température à la surface du système, plus l'entropie créée. Et pour le chemin 2, la variation d'entropie est égale à le transfert thermique réversible échangé entre le système et le milieu extérieur sur la température du système.
8. Quelles sont les causes de la création de l'entropie? On a vu précédemment que l'entropie créée au cours d'une transformation, elle est soit positive, soit nulle. Elle est positive pour une transformation irréversible réelle. Elle est nulle pour une transformation réversible. Les causes de création de l'entropie sont les suivants, soit les phénomènes de frottement, soit les réactions chimiques, soit les transferts thermiques entre le système et le milieu extérieur, soit une non-uniformité des variables intensives comme la densité particulière, la pression, la température. Deuxième partie, les identités thermodynamiques. 1. Pression et température thermodynamique. On a entre deux états voisins, l'entropie S d'un système est une fonction de l'énergie interne U et du volume V. Donc, on peut écrire la différentielle totale de l'entropie S, ds est égal C. La dérivée partielle de S par rapport à U à V constant fois du plus la dérivée partielle de S par rapport à V à U constant fois dV. Pour un système thermodynamique en équilibre, la pression thermodynamique P étoile et la température thermodynamique T étoile sont définies par les deux équations suivantes. Pour la température thermodynamique, on a 1 sur T étoile est égal C, la dérivée partielle de S par rapport à U, à V constant, et la pression thermodynamique P étoile sur la température thermodynamique T étoile est égal C, la dérivée partielle de S par rapport à V, à U constant. Donc, en remplaçant ces deux équations dans la différentielle totale de l'entropie, on obtient l'identité fondamentale suivante. ds est égal à 1 sur T étoile du plus P étoile sur T étoile dV. Deux, identité thermodynamique. Nous admettons l'équivalence entre la température et la pression thermodynamique et la température et la pression cinétique qu'on a vu dans le premier chapitre. Donc en remplaçant la pression et la température thermodynamique par la pression et la température cinétique dans l'identité précédente, donc on obtient l'identité fondamentale suivante. ds est égal à 1 sur T du plus P sur T dV. Qu'on peut écrire aussi sous la forme du est égal à Tds moins P dV. Cette première relation encadrée s'appelle la première identité thermodynamique ou l'identité thermodynamique relative à l'énergie interne. Et puisqu'on a la fonction h, l'enthalpie est égale à U plus PV, donc dH est égal à du plus P dV plus V dP. En remplaçant du par TDS moins PdV, donc on obtient que dH est égal à TDS plus V dP. C'est la deuxième identité thermodynamique ou l'identité thermodynamique relative à l'enthalpie H. Ces deux identités thermodynamiques sont toujours valables pour un système fermé homogène.
Donc, on peut les utiliser toujours, quelle que soit la nature de la transformation étudiée.